Je suis Marie Resbeu du lycée Marie Curie de Vire, donc je suis ravie d'introduire cet entretien aujourd'hui. Donc pour commencer, et au nom de tous les élèves et professeurs présents ici, je vous remercie, Monsieur Jérémy Foy, de nous accorder votre temps en participant à cette interview. Donc si nous sommes réunis, c'est pour discuter de votre ouvrage, donc Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié en 2021 aux éditions de la Découverte. Donc, en effet, votre livre a été retenu avec 4 autres ouvrages pour le prix lycéen du livre d'histoire 2022, donc, qui est un prix organisé pour la troisième fois cette année par le festival Les Rendez-vous de l'Histoire, le magazine L'Histoire, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, l'entretien d'aujourd'hui va nous permettre d'aborder plus en profondeur les spécificités de votre ouvrage. Et c'est donc 5 lycées de 5 académies différentes qui vont mener cet entretien. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Axel et Zeynep pour la première question. Bonjour. Ma question, c'était que pensiez-vous apporter neuf du coup sur ce sujet et est-ce que vous aviez, lors de vos premières démarches de recherche, déjà une idée d'où elles allaient vous mener? Alors d'abord, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions. Je suis très heureux d'être là et très heureux d'y répondre. Pour répondre à cette première question, je pense que... mais bon, c'est difficile pour un auteur de dire la chose la plus importante qu'il apporte. Mais à mes yeux, si moi on me pose la question, la chose que j'aimerais qu'on retienne de mon livre, c'est l'étude des petites gens, l'étude des personnages minuscules. C'est-à-dire que la Saint-Barthélemy, c'est un sujet hyper connu. Il y a eu des milliers de livres écrits dessus depuis le XVIe siècle. C'est un des sujets les plus travaillés de l'histoire de France. C'est ce qu'on appelle un lieu de mémoire. Mais jusqu'à présent, ça avait toujours été étudié du point de vue des grands de ce monde. Hein, toujours du côté de Catherine de Médicis, de Charles IX, toujours du côté du Louvre. Donc il y avait un côté très festival de Cannes, si vous voulez, de l'histoire du XVIe siècle. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est sortir du monde des paillettes, des palais, en me disant, mais il y a quand même des milliers de morts, et on n'en parle jamais. On dit toujours, ben voilà, Coligny est mort. Donc Coligny, hein, vous savez, c'est cet amiral protestant qui a été défenestré, dont la mort est tragique. Mais pourquoi est-ce qu'on parle que de cette mort et pourquoi on ne parle jamais des milliers de morts anonymes? Donc mon projet, il était là, c'est-à-dire donner un visage, donner un nom, un petit peu de chair à des gens qui sont restés dans l'histoire jusqu'à présent sous la forme juste d'un chiffre. On disait ouais, 3000 morts à Paris, 10 000 morts 10 000 morts en France, et je me suis demandé, est-ce qu'il y a moyen de leur donner un visage, de leur donner un nom? Donc je suis parti comme ça dans les archives, en me disant, voilà, moi, mon projet, c'est de redonner un nom à des gens dont on n'a jamais parlé. C'est un projet qui est un projet presque politique, hein, qui dit que l'histoire, elle n'est pas faite que par les rois, l'histoire, elle n'est pas faite que par les grands, pas que par les riches, mais l'histoire, elle est faite aussi par des hommes et des femmes ordinaires comme vous et moi, et ils ont aussi leur place dans les livres d'histoire. Et peut-être, c'est à partir de cette idée que dans les livres d'histoire, on faisait une trop grande place aux stars, aux puissants. Et voilà. Donc quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment une idée de ce que j'allais trouver. Dans votre livre, vous dites que vous faites de la micro-histoire et que vous partez à la rencontre des vies minuscules. Au collège et au lycée, nous n'avons pas l'habitude et l'occasion de le faire. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant, donc dans les lycées et dans les collèges, de développer ce type d'approche? Alors, merci beaucoup pour cette question qui me semble importante parce qu'elle entraîne des enjeux pédagogiques. Alors c'est difficile à dire et j'aurais envie de répondre, c'est surtout à vous de répondre à cette question. Est-ce que ça vous paraîtrait important qu'on dans les programmes de lycée ou de collège, on aborde davantage l'histoire par les vies minuscules? Ce qui me semble, je suis aussi un enseignant, mais je suis aussi un lecteur et un lecteur de livres d'histoire, c'est que il est plus facile dans un premier temps, et peut-être encore plus pour les jeunes, de s'identifier à des vies minuscules, et donc du coup de rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que si d'emblée, dans un cours d'histoire,
on parle des grands de ce monde, des rois, des reines, ou même des institutions. Peut-être qu'il y a une dimension trop abstraite pour qu'on réussisse à s'intéresser à cette histoire. Ça ne veut pas dire que l'étude des rois et l'étude des institutions et l'étude des grandes problématiques est pas importante. C'est très important de faire de la chronologie et de parler des rois et des reines. Mais peut-être que, dans un premier temps, pour attirer, pour intriguer, pour intéresser les lycéens et les lycéennes, mais plusieurs de mes collègues du secondaire le disent d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont très nombreux à utiliser ces tactiques de raconter d'abord une histoire, raconter d'abord une petite histoire, évoquer par exemple la Shoah, la mise à mort des Juifs d'Europe, non pas par des grands chiffres massifs qui parfois sont un peu abstraits, mais par des histoires très personnelles de Juifs raflés dans les rues de Paris, en donnant leur nom, leur adresse, leur visage. Et c'est vrai que et c'est humain quand on rentre dans une histoire par un visage, par un nom. C'est pas un chiffre abstrait, c'est pas 10 000 morts protestants, c'est Marie Robert ou Marie Passard. Et je pense que dans une stratégie pédagogique, pour être très clair et pour répondre directement à votre question, oui, il me paraît efficace de rentrer dans l'histoire par les petites histoires. Ceci étant, une fois que je vous ai répondu ça, il faut quand même toujours l'articuler. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien. Moi, mon livre, c'est un morceau du puzzle. Et mon livre n'est possible que parce que d'autres historiens ont placé des jalons ou placé des grandes dates ou des grands noms plus importantes. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand bien même on choisirait d'insister davantage sur les vies minuscules dans les cours de collège, il faudrait toujours, à un moment ou à un autre, articuler par des plans compenser avec des plans d'ensemble, parler des grands, parler des institutions, et à mon avis, il faut toujours tenir les deux dimensions. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas Marie Robert si on n'a pas parlé de Catherine de Médicis à un moment. Donc cette fois-ci, une question sur les sources et les archives, pardon. Quelles sont les différentes étapes de votre travail aux archives et donc combien de temps vous ont-elles prises pour les faire? Alors, je ne voudrais pas vous désespérer en vous disant le temps, le nombre d'heures que j'ai passé aux archives, mais c'est assez conséquent. Mais je vais d'abord essayer de vous expliquer quel était le processus pour trouver ça. D'abord, j'avais ce désir dont je vous ai parlé, qui est de mettre des visages sur ces anonymes, voilà, de donner des noms propres. Alors pour ça, j'avais quand même, je ne suis pas parti tout seul, la fleur au fusil dans les archives, j'avais un guide, et ce guide, peut-être vous l'avez croisé dans le livre, il s'appelle Simon Goulard. Simon Goulard, c'est un pasteur du XVIe siècle, un protestant, qui vivait à Genève, mais qui a récolté des milliers de lettres de rescapés de la Saint-Barthélemy, des gens qui avaient assisté au massacre, qui étaient les témoins du massacre, qui s'en étaient sortis et qui lui ont écrit. Et dans ces milliers de témoignages, ils parlaient de leurs voisins égorgés, de leurs amis massacrés, en donnant vraiment des identités très précises, des noms propres. Bon. Simon Goulard a fait là une synthèse de ces histoires, de ces lettres, et il les a publiées dans les mémoires de l'État de France, qu'il a publié en 1577, donc 5 ans après le massacre. Et dans ce livre, qui est imprimé, que vous pouvez tous trouver en ligne sur Gallica, si ça vous intéresse, il donnait déjà des noms. Pour faire du bon travail, quand vous êtes journaliste ou quand vous êtes historien, vous croisez ce témoignage avec d'autres témoignages. On fait ça quand on est journaliste, hein. On croise. Bon, moi je me suis dit, mais comment est-ce que je vais croiser Simon Goulard? Tous ces gens sont morts. La différence entre le travail de l'historien et le journaliste, c'est que moi je ne peux plus aller interroger les témoins. Bon. Malheureusement, j'aimerais bien, hein. Mais alors il me restait d'autres archives, et j'en reviens à votre question. J'ai fait un détour, mais je viens à votre question. Pour croiser Simon Goulard, il restait les archives des notaires.
Les notaires au XVIe siècle, sous l'Ancien Régime de manière générale, c'est très intéressant parce qu'on y recourt beaucoup plus qu'aujourd'hui. Vous êtes jeune, il est même probable que vous ne soyez jamais allé chez le notaire. Mais aujourd'hui, un Français ou une Française vont chez le notaire quand ils achètent un appartement ou une maison, et puis c'est à peu près tout. Au XVIe siècle, on y va beaucoup plus. On va chez le notaire quand on paye son loyer, on va chez le notaire quand on rentre en apprentissage, on va chez le notaire quand on achète un cheval. Les notaires viennent chez vous quand vous mourrez. Ce qui fait que je me suis dit, tiens, on a ici dans les notaires de Paris, il y a à peu près 80 notaires en 1572. Il y en a une dizaine à Lyon, à Rouen, à Toulouse. Peut-être que dans ces papiers-là, on va avoir justement des traces, des souvenirs de la vie ordinaire au XVIe siècle. Je savais que les historiens du XVIe siècle ne s'étaient intéressés qu'au roi. Par contre, je sais que le travail des notaires, c'est de s'intéresser aux personnes ordinaires, aux individus lambda. Donc j'ai commencé mon enquête en allant chez les notaires et en essayant de croiser Simon Goulart avec, par exemple, des inventaires après décès de chez les notaires. Si Simon Goulart disait que telle personne était morte, est-ce que je trouve chez les notaires un inventaire après décès? Et du coup, si ce que dit Goulart est croisé et attesté chez les notaires, eh bien, j'avais deux témoins qui ne se connaissent pas, qui disent une chose semblable. Pour moi, ça fait un début de vérité. Un témoin, c'est pas suffisant. Deux témoins qui disent la même chose quand ils ne se connaissent pas, c'est un début de vérité. Alors, mes premières archives, c'est ça. Mes deuxièmes archives, c'est celles qui m'ont peut-être le plus ému, ce sont les archives de la conciergerie. À Paris, on conserve, et c'est un miracle, hein, parce que normalement elles auraient dû disparaître, on conserve toutes les archives de la principale prison de Paris, qui s'appelait la prison de la Conciergerie, qui était sur les bords de Seine. Aujourd'hui, ils sont conservés aux archives de la préfecture de police, au pré Saint-Gervais. Et dans ces archives-là, qui sont conservées depuis 1564, donc 8 ans avant le massacre de la Saint-Barthélemy, j'ai trouvé des centaines de protestants qui avaient été arrêtés plusieurs années avant le massacre. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour mon enquête, parce que ça m'a permis de montrer que le massacre ne commençait pas sur un coup de magie en 1572. Or, les historiens s'étaient presque toujours focalisés sur 1572, parce que la Saint-Barthélemy, ça se passe en 1572. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, hein, je pense que vous l'avez vu dans mon livre, c'est que la Saint-Barthélemy commence bien avant. Elle commence bien avant, et on le prouve grâce aux archives de la conciergerie, grâce aux archives des prisons. Elle commence dans toutes ces stratégies de persécution, de harcèlement, d'arrestation de voisins par leurs voisins. Ce que j'ai pu montrer dans les archives de la conciergerie, c'est qu'on a les noms des futurs tueurs et des futurs massacrés. Et notamment, ceux qui reviennent tout le temps, et là j'ai trouvé le nom des tueurs, c'est comme ça que je l'ai trouvé dans ces archives. Il y a plus de 500 personnes qui sont arrêtées pour protestantisme à Paris entre 1568 et 1570. Plus de 500 personnes, c'est énorme. Et il y a 3 personnes qui les arrêtent. Thomas Croisier, Nicolas Pezou, Cancien de Lettres. C'est-à-dire que là, on avait des obsessionnels de la persécution protestante. Des gens qui faisaient que ça toute la journée. Des militants, des radicalisés. Ces archives m'ont permis de montrer qu'en réalité, la Saint-Barthélemy, ce n'était pas des milliers de Parisiens qui se jetaient sur leurs voisins, c'était une poignée d'hommes qui s'entraînaient depuis longtemps. Cette solitude, moi, à la fin de la journée, mes enfants me supplient d'arrêter de parler de la Saint-Barthélemy, donc je suis très content que vous m'écoutiez. Vous voyez. Voilà, j'espère que je vous ai répondu sur une journée ordinaire. Je pourrais vous donner d'autres exemples, parce que vous savez, quand on est très rarement, en tout cas en France, on est très rarement que historiens. La plupart d'entre nous sommes des enseignants-chercheurs. Donc on partage notre temps entre la recherche et l'enseignement. Donc j'ai aussi dans ma semaine des journées d'enseignement où je donne des cours, j'ai aussi des copies à corriger, etc. Et voilà. Là, je vous parlais que de la dimension recherche de mon travail.
Bonsoir, Monsieur Foa. Concernant l'écriture de votre livre, première question pour Lily Servan et Cassin. Comment faites-vous pour écrire un livre historique à la fois à la manière d'un roman? Pour moi, c'est vraiment un enjeu qui est presque politique. C'est-à-dire que ce livre-là, j'aurais pu l'écrire d'une manière tout à fait différente. C'est un livre savant, érudit, avec plein de notes de bas de page, plein de lectures de sciences sociales. C'est un livre que j'ai écrit pour passer un diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur qui s'appelle une habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire qui va me permettre d'être directeur de recherche, de diriger des thèses moi-même. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a été écrit dans un but académique. Donc j'aurais pu l'écrire comme un livre d'histoire très classique. Parce que le fond est un fond très, très classique. Mais c'est vrai que avec un certain nombre de collègues, on discute souvent du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vendent des livres d'histoire, qui vendent beaucoup de livres d'histoire, ne sont pas des historiens, ne sont pas des historiens de métier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une thèse en histoire. Alors on a le droit bien sûr d'écrire des livres d'histoire quand on n'a pas une thèse en histoire, mais il nous a semblé assez étrange que les gens qui vendent le plus de livres d'histoire ne soient pas des historiens de métier. Vous imaginez que c'était un peu comme si les gens qui soignaient le plus de Français n'avaient pas de diplôme de médecine. Il faut diagnostiquer cela. Pourquoi est-ce que les historiens professionnels peinent à toucher un public? Une des raisons, c'est notre écriture. C'est-à-dire une écriture trop savante, trop austère, dans laquelle il est difficile d'entrer. Une des solutions, c'est celle que j'ai essayé de mettre en scène, c'est de renoncer un petit peu à l'écriture savante et de mettre plus de suspense. Donc c'est des techniques, si vous voulez, qui sont des techniques soit de journalistes, soit d'écrivains. Ça s'apprend, il y a des cours, il y a des ateliers d'écriture pour créer un petit peu un suspense, c'est-à-dire j'aurais pu écrire la femme du commissaire de manière tout à fait autre, plutôt que dire tiens, il y a cette femme qui a été tuée et on ignore son nom, et moi je vais montrer comment ça m'émeut de ne pas connaître son nom, et je vais raconter toute mon enquête. J'aurais pu commencer par dire elle s'appelait Marie-Robert. Voilà, si on dit elle s'appelait Marie-Robert, on donne la réponse tout de suite. Bon, mais si vous voulez créer du suspense, vous mettez votre lecteur dans une situation de doute ou d'incertitude. Et on peut faire ça en histoire, parce que l'histoire est une discipline littéraire. L'idée étant de garder l'essentiel du fond savant, du fond érudit, de ce qu'on sait faire nous, historiens professionnels, c'est-à-dire aller aux archives, ne rien inventer, être rigoureux, mais en essayant de s'adresser au plus grand nombre. Et le fait que je sois devant vous, pour moi, c'est déjà un pari réussi, en ce sens que mon précédent livre, ma thèse, voilà, il s'est vendu à 80 exemplaires. Je pense que 50 ont été achetés par ma mère et 30 autres par les BU. Donc, c'est un livre très savant et je pense que c'est un bon livre, mais il n'a eu aucun écho parce qu'il a été écrit de manière beaucoup trop savante. Donc, j'ai voulu, si vous voulez, donc comment on écrit un roman ou comme un roman, voilà, c'est des petites stratégies. Je pense que les historiens et les historiennes de métier, malheureusement, manquent de formation. C'est-à-dire que notre formation d'historien professionnel, elle est uniquement sur l'histoire, sur le contenu de l'histoire, sur les grandes batailles, les rois, les reines, les méthodes historiques, la discipline. Et on n'a rien sur comment écrire. Or, en réalité, on se rend compte quand on est un historien de métier qu'on passe nos journées à écrire, on passe nos journées à écrire des articles, et ça reste malheureusement encore aujourd'hui, en tout cas en France. Là, je suis aux États-Unis et c'est un peu moins le cas aux États-Unis. Les techniques d'écriture, apprendre à un historien de métier à écrire, ça s'apprend à écrire. Il y a des petites techniques. Vous ne livrez pas tout de suite votre résultat, vous laissez votre lecteur dans l'incertitude.
Bon, ça, c'est le premier point de ma réponse. La deuxième chose que j'ai essayé de faire, et je pense que ça a intéressé beaucoup de lecteurs, c'est me mettre en scène, écrire à la première personne. Vous savez, c'est très difficile parce que peut-être la première chose qu'on apprend quand on est historien, c'est on ne dit jamais je, J-E. On ne parle jamais de soi. Parce qu'on a cette idée qu'il faut absolument être neutre, objectif, et donc il faut disparaître comme individu. Est-ce que votre œuvre a été accueillie de la même manière pour le grand public ou pour vos collègues? Ça, c'est une question vraiment intéressante. Je dirais non, mais je dirais que c'est un peu trop tôt pour le savoir. C'est-à-dire que les réactions du grand public, elles sont immédiates. C'est-à-dire dans la presse, dans Télérama ou dans Libération ou auprès des collégiens ou même en termes de chiffres de vente, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que la réception critique grand public, elle est bonne. Elle est même très bonne. Ça se voit tout de suite. Mais vous savez, les collègues, donc la réception professionnelle, ça met beaucoup plus de temps. On considère qu'il faut au moins une année pour écrire un compte-rendu. Donc je m'attends, et je pourrais vous répondre plus précisément si vous voulez dans 6 mois. Les collègues et les professionnels sont en train d'écrire les comptes rendus professionnels. Pour ce que j'en sais, c'est un peu plus mitigé. J'ai de bons retours de mes collègues, et de toute façon, c'est un travail qui est un travail académique qui a été reconnu comme tel par un jury, donc j'ai pas une énorme inquiétude. Mais j'ai quelques retours un peu négatifs, parce que finalement, quand on écrit comme je l'ai écrit, on prend un peu 2 risques. C'est-à-dire, on prend le risque d'être lu comme un écrivain et d'être comparé à des écrivains, et forcément, on ne fait pas le poids. Moi, je prétends pas du tout être écrivain. Je prétends pas du tout être Hemingway ni Proust. Donc forcément, si on compare mon bouquin à un livre écrit par un vrai écrivain, bah forcément, je fais pas le poids. Donc, d'un côté, on est lu parmi les littéraires, et par conséquent, on est un petit peu écrasé par le talent des littéraires, et c'est bien normal. De l'autre côté, l'écrire comme ça, ça fait que les collègues historiens, parfois, le prennent un petit peu moins au sérieux que s'il avait été écrit de manière très, très stricte et académique. Le fait qu'il soit écrit de manière plus légère que d'habitude, ça fait que certains collègues ont pu dire que c'était un livre facile. Bon, un livre facile, je vous l'ai dit, j'ai quand même passé 4 ans de ma vie aux archives. C'est un livre tout à fait académique. Donc, la réception, pour vous répondre très honnêtement, la réception des collègues, elle est à venir, mais à mon avis, elle peut être un peu plus critique que la réception du grand public. Un peu plus critique sur 2 choses, mais qui se rejoignent. Un, c'est sur les anachronismes, ce que je vous ai dit, c'est les allers-retours que je fais entre le passé et le présent. Ça peut gêner mes collègues, pour qui le XVIe siècle, c'est le XVIe siècle, et le XXIe siècle, c'est le XXIe siècle. Deuxième point qui peut les gêner, c'est la mise en scène de l'historien au travail. Ça heurte la sensibilité de certains collègues qui pensent, et ils ont raison, je trouve ça tout à fait légitime aussi, que l'enquêteur doit disparaître derrière les résultats de son enquête et ne livrer au public que les résultats, pas l'histoire de la façon dont il a trouvé ces données. Et moi, dans mon livre, je raconte une histoire, bien sûr, mais je raconte en parallèle la façon dont j'ai réussi à écrire cette histoire. Et c'est ce en parallèle, si vous voulez, ça s'appelle un méta-livre, c'est un livre à côté du livre. Il y a le livre dont je parle et il y a le livre qui parle de la façon dont j'ai écrit le livre. Donc c'est finalement comme un jeu de miroir qui se réfléchissent. Ça, je pense que ça peut gêner aussi mes collègues. Mais si vous voulez, on prend rendez-vous pour voir les recensions professionnelles dans 6 mois.
Ça se trouve, elles seront plus assassines que ce que je pense. Donc à présent, nous allons procéder à la conclusion de cette interview. Nous remercions donc Jérémy Foa d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous remercions également tous les lycées de France qui ont participé à cette interview, ainsi que les professeurs, les inspecteurs et les organisateurs du prix lycéen du livre et d'histoire. Donc le jury régional aura lieu le 10 septembre et le jury national aura lieu le 24 septembre. Nous vous souhaitons donc un bon courage pour cette compétition. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour ces belles questions.